Et donc, chers compatriotes peuple africain, mon exposé avait été interrompu par un appel. Désolé. Donc, je disais que le partenariat, il y en a dans plusieurs domaines. Mais si je reste dans le cadre du partenariat de l'exploitation minière, de nos énergies fossiles, pétrole, ainsi de suite, nos États n'ont pas les moyens parce que c'est des études qui coûtent extrêmement cher. Et les partenariats que nous mettons en place, ça avec les entreprises internationales, les entreprises françaises, américaines, chinoises, russes, japonaises, ainsi de suite, anglaises. Mais ces entreprises dépensent des centaines de milliards de dollars dans la recherche. Des fois, c'est des recherches qui prennent 10 ans, 15 ans avant qu'ils ne trouvent soit du pétrole, soit de l'or, soit de manganèse. En tout cas, qu'ils trouvent quelque chose. Mais en 10 ans ou en 20 ans de recherche, c'est beaucoup d'argent investi, c'est beaucoup d'entreprises. C'est pas seulement qu'une seule entreprise. C'est dans cela qu'on parle souvent de consortium. Parce que là, on met en rapport plusieurs intelligences, plusieurs savoir-faire pour mener à bien ces opérations. Et comme nos États n'ont ni les moyens, ni le savoir-faire dans ces domaines, nous faisons appel à la matière grise extérieure. Nous faisons appel aux entreprises extérieures qui ont l'expertise depuis une centaine d'années pour venir prospecter pour nous. Mais pendant ce temps, nous ne mettons aucun centime sur la table. Ces entreprises mènent des études à leur risque et péril dans un premier temps. Des fois, c'est des études qui se soldent par un échec ou soit par une surestimation de ce qu'on pouvait estimer trouver là. Et comme ça, l'entreprise souvent mène des études à perte, ce qui n'est pas expliqué au grand public. Mais après 10 années, 15 années de prospection, tous ces intervenants, toutes ces entreprises qui viennent dans le but de trouver du pétrole, de l'or, du diamant dans nos sols, dans notre sous-sol ou dans nos mers, ainsi de suite, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, une fois que la découverte est faite et que on évalue déjà la rentabilité, comment voulez-vous que nous soyons partenaires à 100% et nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant? C'est ça. Donc, c'est ce qui nous amène dans le second volet à voir ce que c'est que le partenariat gagnant-gagnant. D'abord, le partenariat obéit à 5 principes. C'est quoi ces principes? Les principes de partenariat. Nous avons 5 principes de base à l'action partenariale. À savoir le premier principe, le principe d'intérêt mutuel des partenaires. Le principe d'égalité des partenaires, le principe d'autonomie des partenaires, le principe de coopération entre les partenaires et le principe d'évaluation entre les partenaires. Donc, si le premier principe, qui est le principe d'intérêt mutuel des partenaires, est rempli dans plusieurs cas, dans la plupart des cas, où nos États font des partenariats avec ces industries, ces entreprises internationales, dans le domaine de la prospection minière et pétrolière, ainsi de suite. Le second principe, par contre, laisse à désirer. Le principe d'autonomie des partenaires. Pour être autonome, il faut pouvoir s'assumer financièrement, intellectuellement, dans un partenariat. Mais du moment que cette autonomie fait défaut, de base, le partenariat se trouve déséquilibré. Parce que l'autre partie va tout apporter. L'expertise, les moyens financiers, c'est-à-dire les capitaux, dans la recherche, l'ingénierie, tout ce qu'il faut. Pendant 10 ans, 15 ans, mener des études, pendant que nos États, qui sont les partenaires, sont là, ne mettent aucun centime sur la table. Comment voulez-vous qu'après autant de montants investis, que le fruit du travail soit partagé de façon équitable, de façon égalitaire? Le demandant, nous-mêmes ne sommes pas en phase avec nous. Je prends l'exemple des associés dans une entreprise commerciale. Il y a les apports.
Celui qui apporte le plus d'apport aura plus de pourcentage que celui qui en a apporté le moins. Vous êtes deux partenaires deux associés dans une entreprise que vous avez créée. Il y a l'associé principal qui a apporté 70% et toi tu as apporté 30%. Mais au niveau de la répartition des bénéfices, vous ne serez jamais à 50-50, win-win, 50-50. Il y aura une grande partie qui va revenir au partenaire qui en a investi le plus. Celui qui a investi 30% aura des retombées équivalentes à ses 30%. Et celui qui en a apporté 70% aura également des retombées conformes à ces 70%. C'est ça le partenariat. Ne vous y trompez pas. Voilà. Ainsi de suite. Donc, parlant du partenariat, le rôle d'un partenaire, c'est quoi? Le partenariat est une forme contractuelle de collaboration économique et sociale. Il implique de manière générale des partenaires de statut plus ou moins différents qui décident librement, sans contrainte aucune, leurs ressources et partagent les risques et les bénéfices dans la poursuite d'objectifs communs. Donc le partenariat est une forme contractuelle de collaboration économique et sociale. Il implique de manière générale des partenaires de statut plus ou moins différents qui décident librement, sans contrainte aucune, de mettre ensemble leurs ressources et de partager les risques et les bénéfices dans la poursuite d'objectifs communs. Dans ce partenariat, il y a des enjeux. Quels sont ces enjeux? Les enjeux du partenariat sont un partenaire, dans un partenariat industriel, par exemple, ou un projet en coopération, permet de faire à deux ou à plusieurs ce qu'une entreprise ou un État, une personne, ne peut ou ne veut faire seul. Donc c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire dans les partenariats, ça permet à plusieurs entités, ça peut être plusieurs États de se mettre ensemble dans un projet, ça peut être un État et plusieurs bailleurs de fonds, l'institution de Bretton Woods, des entreprises internationales, ça peut être des entreprises internes, ça peut être des banques internes qui participent à des projets, parce que l'État est incapable de lever des fonds suffisamment pour répondre à ce projet. Donc l'État fait appel à des partenaires qui viennent investir dans ce domaine. Donc ça veut dire que dans le partenariat, les enjeux, c'est quoi? Ce que je ne peux pas faire tout seul, sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan du savoir-faire, de l'engineering, je fais appel à des savoir-faire externes, je fais appel à des capitaux externes pour venir me prêter mes fonds. Soit je ne veux pas le faire tout seul pour des raisons diverses, parce que j'ai des fonds qui sont destinés à d'autres réalités dans le pays, à d'autres problèmes. Soit je ne peux pas le faire tout seul. Je n'en ai pas les moyens. C'est le cas, par exemple, du financement des recherches qui coûtent très cher, des recherches en haute mer pour trouver du pétrole, des énergies fossiles, des recherches pour trouver de l'or, des recherches pour trouver du manganèse, des recherches pour trouver du diamant. Quand on le fait sur le plan industriel, c'est des études qui coûtent extrêmement cher, qui prennent beaucoup de temps et qui font intervenir beaucoup d'entreprises et beaucoup d'expertises qui souvent font défaut à nos États. Même en Europe ici, les entreprises, les États font appel à des expertises extérieures, à des entreprises extérieures, à des entreprises internationales pour venir prospecter, pour venir participer à des appels d'offres, à des marchés publics pour la réalisation de tel ou tel projet. Parce que l'État peut se dire, j'ai plusieurs projets. Si je veux financer un seul projet, je ne pourrai pas y arriver. Et donc, il faut que je permette à des partenaires de venir m'aider dans le financement d'un projet X ou Y pour que je puisse me concentrer aussi sur le projet A et B, ainsi de suite. Mais si le partenaire vient qu'il investisse plus que l'État, il est tout à fait normal, il est tout à fait de bonne loi que celui qui a mis le plus sur la table, au moment du partage des bénéfices, puisse toucher le plus de bénéfices que celui qui en a mis le moins. Et en général, dans nos États, les États sont partie prenante parce que le bien se trouve sur leur sol.
parce que le pétrole a été découvert sur le sol, parce que l'or a été découvert sur le sol, parce que telle richesse a été découverte sur le sol, et donc, ne pouvant pas exploiter, parce qu'il n'y a pas l'expertise ni les moyens de le faire, l'État fait appel à des partenaires extérieurs qui misent beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi il y a des partenariats comme ça, l'État souvent a 40%. Les entreprises internationales qui ont investi pendant 10 ans, 15 ans dans la recherche ont 60%. Des fois, c'est 70%, 30%. Des fois, c'est 55%, 45% pour l'État. L'État, dans nos États, on ne peut pas être au même pourcentage dans la répartition des bénéfices et des dividendes. Ce n'est pas possible. Pour ce faire, il faut que l'État, au départ du projet, que l'État mette aussi sa part, 50-50. Si le projet et les études doivent coûter 300 milliards de dollars, que l'État fournisse 150 milliards à l'entreprise qui est chargée de faire les recherches. Pour que l'entreprise mette sa part, les 150 milliards aussi, pour les 300 milliards, pendant 10-15 ans pour faire la recherche et trouver le pétrole, l'or, ce qu'il faut. Et dans l'exploitation maintenant, en ce moment, l'État pourra être dans une position de partenariat win-win, comme le diraient les pseudo-panafricains, comme le demandent les pseudo-panafricains, comme le chantent les pseudo-panafricains, sans savoir de quoi ils parlent. Ils parlent. Donc les enjeux d'un partenariat, c'est ça. Dans un partenariat industriel, comme on le voit dans la plupart de nos États, c'est un projet en coopération qui permet de faire à deux ou à plusieurs ce qu'une entreprise ou un État ou une entité, une personne physique ou morale ne peut ou ne veut faire tout seul. C'est aussi clair que ça. Donc c'est un moyen d'optimiser et d'accélérer la création de valeur avec un engagement de capitaux minimum. C'est aussi un moyen de réduire les risques par l'addition des expériences, des compétences et du savoir-faire, ce que les Anglais appellent l'engineering. Et dans ces partenariats, on a des acteurs. Qui sont les acteurs du partenariat? On a les acteurs qui sont l'État, par le biais de la coopération dans divers domaines. On a les banques. Qu'est-ce qu'il s'agit des institutions de Bretton Woods, comme le FMI et la Banque mondiale, comme les partenaires internationaux, comme l'Union européenne, comme la BAD, comme la Banque islamique de développement, tout comme les banques commerciales qui sont à l'intérieur des États, qui sont aussi des partenaires de nos différents États. Et quand la banque investit autant que l'État, il est tout à fait normal qu'au moment de la répartition des bénéfices, que la banque d'abord ait une grande part que l'État qui a investi le moins. C'est aussi simple. C'est un principe économique basique. Mais malheureusement, les pseudo-panafricanistes nous font croire que nos États sont lésés. Il s'agit là d'un partenariat, d'un principe basique quand on parle du partenariat. De la même manière, le partenariat se manifeste à l'échelle des particuliers, une personne qui investit dans une entreprise en tant qu'associé, qui est rémunéré en fonction du pourcentage qu'il apporte, en fonction du taux d'investissement qu'il fait dans l'entreprise. Sinon, il serait facile que, investissant dans une entreprise, prenant des parts des actions dans une entreprise, que une personne qui a misé le plus se retrouve en fin d'année, en fin d'exercice, à partager les bénéfices au prorata des associés. C'est-à-dire que tous les associés, s'il y a 10 associés, les bénéfices seront divisés en 10 parties égales. Mais non. Mais que non. Sinon, ce serait trop facile. On est d'accord. Et donc, il faut vous dire que il faut pouvoir expliquer à nos concitoyens,
à nos frères africains, peuples africains, citoyens du monde entier, qu'il y a certains discours qui sont de l'ordre de l'enfumage, de l'ordre du discours vain et creux, rien que pour jeter le discrédit et l'opprobre sur nos institutions, pour jeter l'opprobre, le discrédit sur les efforts consentis par nos dirigeants, nos vaillants dirigeants démocrates avertis. Aujourd'hui, nous avons les États de droit en Afrique, le Sénégal en est un, la Côte d'Ivoire également, qui a vacillé pendant un moment, mais qui retrouve le chemin de la démocratie sous l'ère du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les opposants politiques, on doit les citer en Côte d'Ivoire. Ils s'expriment librement, ils insultent même le président de la République, ils font ce qu'ils veulent sans être inquiétés. En juger par les différents meetings qu'ils font, les tournées qu'ils font, ils ne sont pas menacés, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas tués comme on l'avait vu sous l'ère de l'ancien régime. Donc que les dirigeants de l'AES s'occupent de leurs problèmes, qu'ils laissent nos États démocrates en paix, qu'ils laissent le président Alassane Ouattara en paix, le Prado, grand bâtisseur de la nation, en paix. Macky Sall a fait son temps, il a bien travaillé au Sénégal, il est parti. Ousmane Sonko, Diomaye Faye, le président Diomaye Faye est arrivé. Et il va travailler avec son aîné, le président Alassane Ouattara. Il va travailler avec son aîné, le président Patrice Talon du Bénin, pour l'aider à construire le Sénégal, à continuer sur cette lancée. Il a même dit dans son discours inaugural que le Sénégal va respecter tous ses accords. Le Sénégal va demander seulement la révision de ces accords, certainement. Mais je pense que à ce niveau, il va se heurter à un blocage qui est le respect des accords, des contrats, parce que le partenariat est un accord. C'est un accord, un contrat international, un contrat conclu entre un État qui est une entité étatique, un État qui est une personne publique, qui est une personne morale de droit public. Et cette personne morale de droit public a des obligations comme toute personne physique ou morale. Et le contrat étant la loi des parties, du moment que le contrat est signé, les clauses du contrat s'imposent aux différentes parties. Si tant est que ces clauses ne contreviennent pas aux lois de la République, aux traités internationaux, et j'en passe. C'est en cela que le respect des lois que nous sommes fixées est pour nos libertés. Donc le respect des contrats que nous avons librement signés est pour nos libertés. C'est pourquoi lorsqu'il y a des changements de régime, les gens crient, ils sont contents, on verra. Mais quand le président, qui est un opposant historique, s'assoit dans le fauteuil présidentiel, il comprend pourquoi celui qu'il a de tout temps combattu ne pouvait pas changer les règles du jeu en plein jeu. Le contrat a été signé, le contrat a une durée de vie. Tant que ce contrat n'arrive pas à terme, on ne peut pas le dénoncer. Sauf à y procéder par amendement, à y procéder par, on va dire, réajustement, mais avec l'accord de l'autre partenaire. Mais en faisant cela, il faut céder une partie aussi, pour que le partenaire puisse renoncer à un certain nombre d'avantages, pour un contrat dont la durée de vie continue, il faut que le partenaire qui est l'État, qui entend réviser certaines clauses, lui cède aussi quelque chose. C'est en cela qu'on parle de compromis, voilà, ainsi de suite. Tu paies quelque chose, mais en contrepartie, qu'est-ce que tu me donnes? Je paie quelque chose dans ce contrat, mais tu me donnes quoi en contrepartie pour faire l'équilibre, pour ne pas qu'il y ait un déséquilibre total? C'est ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Quand je vois les panafricanistes parler chaque fois de partenariat win-win, de partenariat gagnant-gagnant, c'est quoi un partenariat? J'en ai fait la définition dans mon introduction de tout à l'heure. J'ai même défini les implications. Pourquoi on parle de partenariat gagnant-gagnant? Il faut que les partenaires soient d'abord, au moment de la formation du contrat, sur le même pied d'égalité. Or, il est très rare de trouver dans des partenariats, dans des contrats signés par nos États, nos dirigeants, avec les entreprises internationales, avec peut-être des contrats de prêt avec l'institution de Bretton Woods, une égalité au départ.
Comment voulez-vous que ce qui n'a pas existé au départ, la signature du contrat, la formation du contrat, qui est le partenariat qui est un contrat, dis-je, comment voulez-vous que ce qui n'a pas existé au départ puisse exister à la fin? Du moins, par amendement. Mais pour amender, il faut faire des compromis. C'est pourquoi nos chefs d'État sont tout le temps obligés de faire des compromis. Ils prennent là, à gauche, ils récupèrent un peu là, un peu de pourcentage. Ils cèdent aussi ailleurs, dans un autre secteur, pour faire l'équilibre. Comment voulez-vous que ce qui n'a pas existé au départ, à la signature du contrat, la formation, au moment de la formation du contrat, puisse exister à la fin, au moment de l'exécution du contrat ou au moment du partage des dividendes, des fruits de ce contrat qui est en pleine exécution. Un contrat, avant d'entrer en vigueur, il y a d'abord le projet qu'on fait, il y a la rédaction du contrat. Il y a un protocole d'accord qui est signé, on débat, il y a les pourparlers, on discute jusqu'à ce qu'on trouve un accord. Et quand on trouve un accord, les parties, après lecture, après plusieurs lectures, plusieurs analyses, par les différentes équipes, vont venir signer le contrat. Une fois que le contrat est signé, il entre en vigueur après signature. Et quand il entre en vigueur après signature, on rentre dans la phase d'exécution, la phase exécutoire. Maintenant, si une partie se trouve en ce moment lésée, elle peut demander la révision du contrat. Mais en demandant la révision du contrat, il va falloir donner une contrepartie. Parce que l'autre partie accepte la révision du contrat, forcément qu'elle va perdre quelque chose. Alors qu'au départ, vous étiez tombé d'accord qu'elle devait investir autant de milliards en recherche pour découvrir des pétroles au large de vos côtes, des minéraux dans vos sous-sols, et que vous n'investirez pas, et que votre seul part dans cette exécute dans ce contrat, c'est que le minerai ou l'énergie fossile se trouve sur votre sol. C'est ce qui vous donne quitus dans ce contrat. Et vous-même, vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas investir sur autant de milliards. Vous demandez au partenaire d'investir. Et quand le partenaire investit, et quand il s'agit maintenant on rentre dans la phase de production, il faut que le partenaire retire son investissement. C'est aussi simple que ça. Donc, chers amis, j'ai été un peu trop long, mais il fallait quand même apporter la réponse aux pseudo-panafricanistes, parce que quand on est panafricaniste, on ne prône pas la haine de d'autres Africains. On ne prône pas la haine des dirigeants des pays amis, des pays africains. Quand on est panafricain, on ne traite pas d'autres peuples africains de vendus de la France, de vendus des Occidentaux, ainsi de suite. Chacun est libre de faire son partenariat avec qui il veut. Si la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo ont décidé de rester partenaires de notre partenaire historique qu'est la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, l'Italie, surtout la France, mais nous sommes libres. Vous, si vous êtes libre de dénoncer, de ne plus être partenaire avec la France, de demander aux Français de partir de chez vous parce qu'ils sont responsables de tous vos maux. Vous, vos dirigeants, vous n'avez rien fait. Mais vous êtes libre. À aucun moment on a critiqué cela. On vous a laissé faire ce que vous voulez. AES. Mais laissez-nous faire ce qu'on veut. Le président Hassan Dramane Ouattara, le Pradou, il fait ses partenariats avec tous les États du monde. Attention, tous les États démocratiques, parce qu'un État démocratique comme la Côte d'Ivoire ne va pas s'allier à un État voyou, à un État où les coups d'État sont légion. Oh non, 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 non. Ça, il ne le fera pas. Bah, c'est ce qu'il lui a reproché quand il réclame la démocratie dans ces différents États où il y a eu des coups d'État. Il est traité de vassal de la Côte et de la France. Il est traité de quelqu'un qui prêche pour la paroisse française. De quelqu'un qui prêche pour la grande paroisse de l'Élysée.
alors qu'il n'en est rien. Quand on est un pays comme la Côte d'Ivoire, quand on occupe le rang qu'on occupe dans la sous-région, 40% de l'UEMOA, on se doit de maintenir la paix dans la sous-région. On se doit de veiller sur ses voisins. Parce que la déstabilisation des pays voisins peut entraîner la déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire aussi. Nous sommes voisins, le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger qui est un peu plus loin, mais nous sommes voisins à travers le Mali. Le Niger n'est pas aussi loin que la Côte d'Ivoire. Donc il est de bon aloi que la Côte d'Ivoire s'inquiète de la situation politique dans ces différents pays. Cela n'a rien à voir avec l'ingérence. La Côte d'Ivoire ne s'ingère pas dans les affaires internes du Mali. La Côte d'Ivoire donne son avis. La Côte d'Ivoire quand même donne un avis en appelant les acteurs politiques à la paix, en appelant les acteurs politiques, les militaires, à organiser les élections le plus rapidement possible pour que nous ayons des autorités non pas militaires, mais plutôt civiles à la tête de ces différents pays, qui sont des interlocuteurs crédibles pour la Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous que nous discutions avec des hommes en âme qui le matin disent oui et le soir disent non, qui raisonnent au gré de leurs humains? Bref, ce n'était pas le but de mon exposé de ce soir. Je voulais un peu rebondir un peu sur ce qu'on entend ça et là, partenariat gagnant-gagnant. J'aimerais voir tous ceux qui défendent ce thème-là, partenariat, sans savoir de quoi ils parlent. Partenariat gagnant-gagnant aussi. Lorsqu'ils seront en affaire avec une personne physique ou une entreprise ou une banque, ainsi de suite, et qu'ils iront investir dans cette affaire 10 millions pour un projet dont le montant global est de 15 millions, et qu'au moment du partage des bénéfices, qu'on leur dise, bah écoute, vous avez mis 10 millions dans ce projet qui demandait un investissement de 15 millions. Nous avons un bénéfice de 30 millions. Comme nous sommes deux partenaires, on va faire un partenariat, on va faire un partage équitable. C'est-à-dire 15 millions par partenaire. Mais le gars, il a mis 10 millions pour un projet de 15 millions. Toi, tu en as mis 5 millions. Et au moment du partage des bénéfices, qui est de l'ordre de 30 millions, toi, tu prends 15 millions, lui prend 15 millions. Mais il n'a pas gagné. Voilà un peu. Donc, dans un tel partenariat, il serait logique que celui qui a mis 10 millions prenne 20 millions sur les 30 millions de bénéfices et que celui qui en a mis 5 millions prenne 10 millions. Vous n'accepterez jamais cela. Vous direz, non, je ne suis pas d'accord, c'est moi qui ai mis le plus. Non, c'est la même chose pour les entreprises internationales, pour les bailleurs de fonds qui mettent énormément d'argent dans la recherche, dans tout ce qu'il y a. Et au moment de l'exploitation, vous criez au loup. Non. Dans ce cas, à nous, peuple africain, de développer notre expertise, d'envoyer nos brillants étudiants, nos enfants qui sont brillants, qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas étudier, qui ont du mal à s'en sortir, les emmener à étudier dans ces grandes entreprises en Europe, aux États-Unis, en Chine, à travers le monde, pour former l'élite de demain, pour pouvoir prospecter, faire des recherches en haute mer, faire des recherches dans nos sous-sols pour trouver des minéraux, et venir monter des entreprises financées par nos États pour qu'on n'ait plus à avoir affaire à des partenaires internationaux qui viendront quand même se tailler la part du lion. C'est aussi simple que ça. Sur ce, citoyens du monde entier, peuple africain, chers compatriotes, je vous dis bonsoir. C'était votre camarade, votre frère, le citoyen du monde entier, Ivoire Diabaté. Bonsoir.